Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Rose Up Association. Pour celles qui ne nous connaîtraient pas encore, Rose Up a pour mission d'informer, d'accompagner, de défendre les droits des femmes atteintes de cancer. Donc, nous vous informons via le Rose Magazine. D'ailleurs, le dernier numéro vient de paraître. Si vous ne l'avez pas encore reçu dans vos boîtes aux lettres en tant qu'adhérente, vous devriez bientôt le recevoir. Sinon, vous le retrouverez dans les services oncologie de votre hôpital. Donc, nous vous informons via ce magazine, mais également via notre site internet rose-up.fr où vous pouvez retrouver non seulement tous les articles du magazine, mais aussi des contenus exclusifs. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Nous vous accompagnons grâce à nos maisons Rose Up physiques à Paris et à Bordeaux et en ligne, ma maison Rose Up, comme nous le faisons aujourd'hui avec ce webinaire, et nous défendons les droits des femmes atteintes de cancer, puisque nous sommes habilités à le faire en tant qu'association de patients. Je vais me présenter, je m'appelle Émilie Groyer, je suis journaliste et scientifique, et aujourd'hui j'accueille Sophie Lantôme pour un webinaire sur comment parler du cancer aux enfants. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, Sophie Lantôme. Je suis effectivement psychologue depuis à peu près une bonne dizaine d'années sur l'hôpital privé de Drôme-Ardèche. Donc effectivement, vous avez un bon jour du côté de l'Ardèche, très ensoleillé aujourd'hui. Voilà, et puis je suis aussi chercheur en psychologie de la santé. Je réalise un certain nombre d'études, notamment pour l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints de cancer. Donc j'ai construit en fait une petite présentation sur effectivement annoncer son cancer à son enfant, pourquoi, quand et comment en parler. Alors je sais qu'on aime, on apprécie en fait surtout les messages qui sont assez directs, un petit peu comme des espèces de checklist. Donc j'ai véritablement essayé de construire cette présentation sous cette forme-là. Je vous ai bien entendu mis voilà, les ouvrages que j'ai écrits et coécrits sur le sujet de la psycho-oncologie et tout ce qui concerne aussi la psychologie positive, si vous êtes intéressé par ça. Alors, le fameux pourquoi en parler, en fait, le premier point, effectivement, le plus important, et c'est quelque chose que vous avez très certainement déjà entendu parler, ou en tout cas qu'on vous a déjà dit, c'est qu'effectivement, les enfants sont de véritables éponges émotionnelles et qu'ils sentent effectivement lorsque quelque chose ne va pas. Lorsque quelque chose ne va pas au sein de la famille notamment. Quand il y a eu l'annonce du cancer, lorsque la personne reçoit l'annonce d'un cancer, eh bien, ça crée tout un ensemble d'émotions, hein, ça crée tout un bouleversement au sein des différentes sphères chez la personne, sphère psychologique, professionnelle, familiale, et ça entraîne effectivement un certain nombre d'émotions. Donc, on va retrouver de l'angoisse, de la colère, de la peur, de la tristesse, de l'incompréhension parfois, et tout un tas d'autres émotions qui, en vérité, génèrent chez la personne des changements de comportement, et on va retrouver en fait des parents, ou en tout cas des mamans ou des papas qui vont avoir des comportements qui sont peut-être pas forcément comme d'habitude, avec des modifications du quotidien. Face à tous ces changements de comportement, eh bien, nous avons en face les bébés, les enfants, les adolescents, qui sont en fait en situation constante d'observation de leurs parents. Nous sommes constamment en fait observés lorsque nous avons des enfants à la maison. Eh bien, ces situations d'observation vont en réalité activer chez eux ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et c'est ces neurones miroirs, je dirais, alors d'un côté, dans certaines situations, grâce à ces neurones miroirs, puis dans d'autres situations, à cause des neurones miroirs, dans ce cas-là, eh bien, ils vont vivre, ou en tout cas, ils vont percevoir et ils vont ressentir les mêmes émotions que vous. Donc, quand bien même au quotidien, vous diriez bon, je préfère peut-être pas forcément en parler, j'ai pas envie, je vais faire comme si tout va bien, etc. Eh bien, le fait que chez eux, leur neurone miroir s'active de par l'observation de vos comportements, eh bien, effectivement, va dans tous les cas créer chez eux des émotions, et c'est pour ça qu'on explique, qu'on parle d'éponge émotionnelle. Donc, nous sommes effectivement tous connectés à l'émotion transmise par l'autre. Et plus l'enfant est jeune, plus il aura du mal en fait à comprendre les émotions des autres et les siennes. On y reviendra juste un petit peu après, mais effectivement, plus les enfants sont jeunes, et puis il va falloir mettre de mots en fait sur ce qui se passe au niveau de nos émotions, à la fois chez nous, mais aussi une explication de ce qui se passe chez eux au niveau émotionnel aussi.
Alors, toujours dans le pourquoi en parler, eh bien souvent, certains parents expliquent de j'ai peur de réveiller une angoisse chez mon enfant si je commence à exprimer, à employer le mot cancer, à employer le mot maladie, à parler des conséquences que le cancer va avoir sur notre vie. Et puis, il y a aussi cette idée, parfois, dans la tête des parents, qui est que ce qui n'est pas nommé n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un peu comme une espèce de pensée magique, hein. C'est-à-dire que si je n'en parle pas, eh bien, en fait, c'est comme si c'était pas là. Eh bien, en fait, quand on ne dit rien, ça va plutôt avoir tendance à majorer l'inquiétude chez nos enfants, puisqu'en fait, ça va créer chez eux cette interprétation en fait de chaque situation, de chaque chose qui se passe dans le quotidien et qui est différent de la normale. À savoir que chez les enfants de 3 à 7 ans, il y a ce qu'on nomme la pensée magique, hein, c'est qu'effectivement, ils ont dans leur tête cette pensée que tout ce qu'ils imaginent va arriver pour de vrai. Donc, quand il y a interprétation, eh bien, comme notre cerveau est construit pour tout le monde de la même manière, eh bien, nous allons souvent imaginer le pire, hein, notre cerveau est conditionné de cette manière-là. Et ça va créer un espèce de silence assourdissant dans cette idée que, eh bien, en fait, on ne dit rien, donc on ne doit rien dire, cette espèce de cercle vicieux. Parfois, les enfants vont oser poser des questions. Parfois, les parents vont décider de ne pas forcément répondre ou de mettre de côté la question. Et donc, effectivement, ça va continuer à majorer cette inquiétude. On est vraiment dans un espèce de cercle vicieux qui va venir fragiliser l'enfant. Il faut savoir effectivement que le fait de savoir, pour les enfants, ça va permettre en fait de s'adapter au fur et à mesure de la situation. Alors qu'à l'inverse, quand en fait les enfants ne sont pas au courant de la situation, de ce qui se passe, lorsque les mots n'ont pas été dits en fait sur ce qui est difficile à annoncer, eh bien en fait ça ne leur permet pas de s'adapter à la situation et ça va générer en fait au fur et à mesure de leur existence, hein, parce qu'effectivement, quand on reçoit l'annonce d'un cancer, ça vient créer chez vous, chez la personne qui reçoit l'annonce et l'entourage, une rupture, ce qu'on appelle une rupture biographique, hein, ça vient casser cette espèce de continuum de vie, mais ça ne vient pas que casser en fait votre propre continuum de vie, ça vient aussi casser celui de votre entourage. Et donc, ça va devoir créer en fait des phénomènes d'adaptation pour tout à chacun. Et alors, je parle de plus en plus maintenant, et notamment dans ma pratique, des conséquences intergénérationnelles que peut avoir en fait l'expérience de la maladie. Et effectivement, lorsque les choses ne sont pas dites, eh bien, ça crée des non-dits. Et en fait, ça crée et ça peut potentiellement créer des symptômes en fait sur les générations à venir. D'où l'importance en fait de dire et d'annoncer. Pourquoi en parler encore? Parce qu'en fait, effectivement, les enfants, et les études le montrent bien, et la pratique clinique aussi le montre, les enfants veulent la vérité. Les enfants attendent surtout la vérité de leurs parents. Pourquoi? Parce que le parent représente cet espace sécurisant. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, ça vienne d'eux. Si l'enfant apprend la nouvelle par quelqu'un d'autre ou par exemple de manière imprévue, parce qu'effectivement, tout n'est pas contrôlable dans la vie et surtout pas au quotidien, et il peut tout à fait nous arriver de parler au téléphone et que le mot cancer sorte ou que le mot la maladie sorte, ou bien que l'enfant puisse tomber ou l'adolescent puisse tomber sur un papier et commencer à lire quelque chose. Donc apprendre la nouvelle vraiment de manière imprévue, surprendre une discussion, hein, tomber sur un courrier. Eh bien, le lien de confiance en fait aux parents risque d'être altéré. Ça va créer chez eux des sentiments qu'on pense qu'ils ne peuvent peut-être pas forcément comprendre ce qui se passe, qu'on ne peut pas forcément avoir confiance en eux. Il peut aussi s'agir, en fait, ce qu'ils puissent ressentir des sentiments d'exclusion, voire de trahison, et ça peut vraiment complètement rompre le lien de confiance qu'il peut y avoir aux parents et qui est hyper important dans la construction de l'enfant. Et puis généralement, effectivement, les parents ont plutôt tendance à sous-estimer la capacité de leur enfant à affronter la vérité. Dans ma pratique clinique, en tout cas, donc j'ai beaucoup un certain nombre de parents qui me demandent en fait de rencontrer leurs enfants parce qu'ils estiment qu'il y a peut-être des difficultés effectivement dans l'adaptation à ce qui se passe, dans les changements au quotidien, même si les choses ont été énoncées.
Et très souvent, je viens rassurer le parent. En fait, l'enfant est tout à fait en capacité de s'adapter, s'adapte plutôt très bien. Et les enfants, vraiment, véritablement, garder à l'esprit qu'ils sont très résilients à ce qui se passe. Et très souvent, ils s'adaptent beaucoup plus vite que nous-mêmes en tant qu'adultes. J'ai une petite question concernant l'annonce par le parent. C'est forcément le parent qui est atteint de la maladie qui doit l'annoncer, ou est-ce que ça peut être le père si c'est la mère qui est atteinte d'un cancer, et inversement? Il faut vraiment que ce soit la personne qui est directement impliquée qui en parle? Alors, je dirais qu'il faut effectivement que la personne qui soit impliquée soit présente au moment de l'annonce, lorsque l'annonce est faite. Après, effectivement, c'est toujours important que les mots soient dits, mais ça peut être effectivement en soutien avec le conjoint ou la conjointe qui est présente. Oui, puisqu'on sait que cette période-là, Mais c'est aussi important que le parent malade soit présent dans le sens où au moins il entend aussi les mots qui sont énoncés en fait aux enfants. D'accord. C'est pas forcément à lui de le formuler. On sait que dans cette période-là, on peut être assez fragile et que c'est un peu compliqué Tout de à fait. parler sans qu'il y ait des émotions qui remontent. Donc, l'autre parent peut prendre la relève Peut dans ce... venir soutenir. Après, ça peut effectivement aussi être un autre parent proche qui soit là en soutien. Après, effectivement, le mieux reste quand même à ce que ce soit le parent qui vit ça, qui puisse exprimer aussi ce qu'il ressent lui-même, voilà, face à la situation. Alors justement, quand leur parler, eh bien, le plus tôt possible, dès l'entrée dans la maladie. L'idéal, c'est effectivement avant le début des traitements. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand les traitements vont amener des effets secondaires, eh bien, le fait d'en avoir parlé en amont, ça va éviter un certain nombre d'inquiétudes aux enfants. Alors, j'ai écrit effets secondaires qui se voient et aussi ceux qui ne se voient pas. Parce qu'en fait, ça rejoint ce que je vous disais sur la première slide. C'est pas parce qu'en fait les effets secondaires ne se voient pas, c'est-à-dire voilà, vous avez un cancer, puis vous vous êtes fait opérer, et puis les cicatrices ne se voient pas forcément sous les vêtements. Eh bien, effectivement, vous allez quand même ressentir des choses. Vous allez ressentir des émotions. Rien que le fait de recevoir l'annonce d'un cancer génère en fait des émotions. Donc, voilà, c'est pas parce qu'en fait il n'y a pas parfois, il y a pas de traitement supplémentaire, qu'il ne faut pas rien dire, en fait. Et puis aussi parce qu'effectivement, les absences pour cause d'hospitalisation vont aussi générer des inquiétudes parce que ça vient rompre, en fait, le quotidien, de l'enfant. Oui, donc c'est vrai qu'il y a des femmes qui se disent, voilà, on m'a diagnostiqué un cancer, je sais que j'ai une chimio, mais je vais pas perdre mes cheveux, j'ai pas d'ablation mammaire ou autre, malgré le fait qu'il y a pas de signes visibles, enfin de signes extérieurs. Faut pas négliger les signes, le Les langage, signes internes, les signes oui, internes. les dommages internes qui sont aussi extrêmement importants, qui sont extrêmement importants. Alors, du coup, je bouge un petit peu de sujet, mais moi, mon cheval de Troie, je dirais que c'est de faire encore plus attention aussi aux patients qui n'ont peut-être pas tous les traitements de chimiothérapie, de radiothérapie et qui sont soignés par, entre guillemets, des gros guillemets, je mets, par simplement une chirurgie, parce qu'effectivement, recevoir l'annonce du cancer est déjà un bouleversement. Les traitements sont là, effectivement, amènent leur lot d'effets secondaires, mais le bouleversement créé par cette annonce est déjà bien présent, en fait. Donc, il n'est jamais trop tard pour expliquer aux enfants ce qu'il se passe. Donc, ce n'est pas parce que vous n'en avez pas parlé de suite que vous ne pouvez pas le faire plus tard ou même des années après, effectivement. Vous pourrez toujours expliquer le pourquoi vous ne l'avez pas effectivement pu faire auparavant, parce que voilà, ça génère des peurs, c'était trop difficile au moment venu de pouvoir l'énoncer. Et puis peut-être que parfois, le fait de l'expliquer plus tard, ça mettra du sens aussi peut-être sur certains vécus que les enfants ont pu avoir à cette période-là. Bien entendu, et comme vous avez pu le souligner juste avant, il va falloir un temps de digestion, voire d'acceptation de ce que vous êtes en fait en train de vivre, et parfois de discussion avec le conjoint qui peut être nécessaire en amont sur comment est-ce que vous allez en parler aux enfants, de quelle manière, pourquoi, et puis de trouver le moment le plus adéquat pour pouvoir partager ça avec vos enfants. Alors justement, quand on leur parlait, moi j'ai souvent la question des parents qui revient, est-ce qu'il y a un bon moment
L'idée, c'est surtout de ne pas être pressé par le temps pour pouvoir discuter. Alors, effectivement, ça peut être le week-end. Alors, parfois, les parents vont dire, ouais, mais le week-end, voilà, ça va venir nous gâcher un bon moment ensemble. Mais effectivement, l'idéal, c'est véritablement que vous ayez le temps derrière, s'il y a des discussions, peut-être de laisser un temps pour que les émotions puissent s'apaiser un petit peu, puis peut-être y revenir le lendemain. Donc, c'est vrai que le week-end reste quand même le moment le plus propice pour réaliser ça. Est-ce qu'il y a un bon endroit? Alors, le mieux, c'est effectivement que ce soit réalisé dans un lieu où vous vous sentez en sécurité, que ce soit un lieu sécurisant véritablement pour tous. Et puis, un lieu surtout où chacun se sente disponible. Alors, j'ai mis une petite photo parce que je trouve que Alice au Pays des Merveilles est vraiment un dessin animé avec beaucoup de symbolique. Voilà, c'est pas forcément le fait d'être à table qui est peut-être le meilleur endroit, mais voilà, vous connaissez le mieux, enfin c'est vous qui connaissez le mieux votre famille et effectivement qui arriverez à choisir le bon endroit pour pouvoir parler et déposer ces annonces que vous avez à faire. Ça peut être effectivement autour d'une proposition d'une réunion de famille. Et donc, il y a eu une question juste avant que je commence sur effectivement les réactions des enfants. Alors, il y a effectivement des enfants, des ados qui vont réagir à ce que vous êtes en train de leur dire. Et puis, parfois, il y a peut-être aussi des absences de réaction. C'est-à-dire, oui, bon, bah, ok, d'accord. Et puis après, chacun repart dans leur chambre. En fait, il faut laisser à chacun de vos enfants il faut laisser aux enfants le temps qui leur est nécessaire pour assimiler en fait ce que vous venez de leur annoncer. S'il y a plusieurs enfants, lorsqu'il y a une fratrie, le mieux, c'est effectivement de les informer déjà tous ensemble, que chacun ait déjà une première version avec les mêmes mots, et puis ensuite en reparler de manière individuelle avec chacun, parce qu'effectivement, parfois, on a une fratrie avec des enfants qui n'ont pas le même âge, et donc vous n'allez peut-être pas forcément employer les mêmes termes, ou vous n'allez peut-être pas forcément donner les mêmes informations à tous les enfants en fonction de leur âge. Donc, effectivement, tenir compte de l'âge et du tempérament de chaque enfant pour amener d'autres informations sur un second temps ensuite. Et après, eh bien, toujours laisser une porte ouverte. C'est-à-dire que vous avez pris ce temps pour annoncer les choses, sur dire la situation, annoncer la maladie, annoncer les traitements qu'il va y avoir. Après, vous pouvez aussi prendre votre temps, hein, c'est-à-dire prendre un premier moment pour annoncer la situation, puis dans un second temps, peut-être expliquer ce qui va se passer au niveau des traitements, des effets secondaires, etc. Énoncez toujours votre disponibilité pour en reparler. Hein, voilà, les questions arrivent souvent quand on s'y attend le moins. Alors souvent, c'est en voiture, voilà, quand on est au volant, quand on ramène les enfants de l'école, très souvent, voilà, parce que en fait, bah, c'est fou, mais c'est souvent à ce moment-là que l'enfant se dit que le parent est souvent le plus disponible parce qu'il est coincé. Il est coincé en fait dans la voiture. Donc voilà, vous allez forcément avoir à un moment donné peut-être des questions qui arrivent et puis des questions pour lesquelles vous n'allez peut-être pas forcément avoir les réponses tout de suite. Et ça, c'est pas grave. Éviter d'éluder autant que possible les questions, effectivement, et puis discuter régulièrement avec eux sur les différentes étapes de soins. Alors peut-être que vous allez peut-être pas forcément avoir de questions, mais l'idéal, c'est vraiment de rappeler, bah voilà, la semaine prochaine, bah, je me fais hospitaliser, je vous le rappelle, dans 15 jours, je vais avoir ma chimiothérapie. Voilà, l'idéal, c'est vraiment de rappeler régulièrement des petites notes pour dire que bon bah voilà, là sur cette période-là, je vais avoir un traitement, donc je risque peut-être d'être un petit peu plus fatiguée. C'est vraiment l'idée, c'est de transmettre des informations pour que l'enfant, l'adolescent puisse en fait s'y retrouver. Donc en parler au moment juste du diagnostic, ça suffit pas. Il faut vraiment les tenir au courant des étapes majeures de Tout à fait, j'y reviendrai juste après, mais vraiment, l'idéal, c'est vraiment de leur donner le rythme de ce qui va se passer sur les mois à venir, en fait. Alors qu'ils puissent avoir déjà une vue d'ensemble et puis de temps en temps, effectivement, faire des petites piqûres de rappel. Vous pouvez, c'est par rapport à la question de tout à l'heure, vous pouvez avoir l'impression que vos enfants soient dans le déni, mais en réalité, c'est une partie d'eux, en fait, qui sont dans cette espèce
dénégation, non, je veux pas savoir, je veux pas prendre conscience ou je veux pas savoir de cette réalité en fait qui arrive dans notre vie de famille. Mais il y a toujours une petite part d'eux en fait qui sont au courant et qui voient ce qui se passe. Donc effectivement, ces petits rappels quotidiens vous permet aussi vous de dire bon bah voilà, c'est un petit peu aussi d'une certaine manière prévenir de ce qui pourrait aussi se passer. Alors, comment leur parler? Bon, je sais qu'on adore les checklists, alors j'ai essayé de vous faire quelque chose d'assez complet. L'idéal, et je vais y revenir pour chaque point, c'est déjà d'une part de transmettre les informations qui sont utiles et surtout des informations qui sont confirmées, parce que ça vous permettra en fait de pallier peut-être à certaines questions pour lesquelles vous n'auriez pas de réponse. Donc, effectivement, je dirais que dans un premier temps, quand vous avez reçu le diagnostic et que vous n'avez peut-être pas forcément encore l'idée, on ne vous a pas encore peut-être parlé du protocole de traitement, eh bien l'idéal reste quand même d'avoir ces informations avant de pouvoir transmettre ce qui se passe à vos enfants. Donc dans un second temps, effectivement, rassurer et puis ensuite accompagner. Donc, transmettre les infos utiles et confirmer, c'est déjà, quand vous êtes dans la situation vous allez expliquer à vos enfants ce qui se passe, c'est de leur demander déjà ce qu'ils savent déjà, en fait, de ce qu'ils ont compris, peut-être de ce qui se passait. Parce que même si vous avez l'impression que vous avez fait attention à tout, eh bien, il y a toujours, en fait, des choses qui se passent. Et effectivement, les neurones miroirs sont là aussi pour créer des choses dans la tête et dans les émotions de nos enfants. Donc déjà, dans un premier temps, demander à l'enfant ce qu'il sait déjà et ce qu'il a compris de ce qui se passe ou pas dans le quotidien. Nommer la maladie et effectivement expliquer ce qu'est le cancer. Alors, je vous ai mis un petit exemple, hein, c'est issu d'un flyer qui avait été édité chez Roche et que je trouve assez chouette pour expliquer la maladie et notamment le cancer aux enfants. Hein. Voilà, que le corps est composé de cellules, que chaque cellule a un travail vraiment véritablement spécifique, que parfois une cellule ne fait pas correctement son travail et que effectivement la bonne cellule peut à ce moment-là devenir une mauvaise cellule. Et puis petit à petit, les mauvaises cellules peuvent se former en forme de boule. Ah, un petit problème de connexion, je crois. Ah, je ne sais pas si c'est juste de mon côté. Est-ce que vous nous captez toujours? Moi, j'ai un petit problème de connexion. Est-ce que les personnes qui nous suivent sur Zoom peuvent me dire si vous êtes toujours connectés de votre côté? Parce que de mon côté, ça plante. Ah, je pense que c'est le docteur Lantôme qui a eu un problème de connexion, je pense, parce que je l'ai perdu. On va attendre qu'elle se reconnecte. Désolée pour ce petit problème technique. Je vais envoyer un message pour être sûr. Oui, donc c'est le problème, voilà, elle se reconnecte. La revoilà. Ah, Petit problème de connexion, je crois. je ne sais pas si c'était moi ou... Je ne sais pas. Bon, Mais oui, alors du coup, voilà. où est-ce qu'on s'est arrêté? On en était voilà, aux petites présentations de c'est quoi un cancer, comment on peut l'expliquer. C'est bon pour la présentation là? Ouais, ouais, on la voit, c'est parfait. Ok, du coup, je reprends là-dessus? Oui, très bien. Ou... Oui, on va reprendre là-dessus, ouais. Ouais. Alors, donc, effectivement, je
j'expliquais que l'idée, c'est de nommer la maladie et d'expliquer ce qu'est le cancer, et que Roche avait développé un super flyer pour accompagner et aider les parents pour expliquer le cancer aux enfants, avec cette formule qui est effectivement que le corps est composé de cellules et que chaque cellule a un travail en fait spécifique, et que parfois une cellule ne fait pas correctement son travail et que ça développe en fait une mauvaise cellule, et que c'est un amas en fait de mauvaises cellules qui peuvent former une boule qu'on appelle tumeur, et c'est à ce moment-là en fait que le cancer se développe. Et qu'effectivement, le cancer peut toucher différentes parties du corps, ce qui vous permet de faire du lien à la partie de votre corps en fait qui a été touchée, qui est touchée par la maladie. Si je peux me permettre de vous interrompre, on a une question là, d'un spectateur. Peut-être que vous allez y venir en fonction de l'âge des enfants, parce que on a notre spectatrice, son enfant alors, elle a une fille de 3 ans, donc ça, c'est une des spectatrices dont je ne connais pas le prénom. Et il y a également Maude, qui a un enfant de 2 ans, et du coup, elle se demande quel mot elle peut utiliser, quel mot on peut utiliser quand ils sont vraiment tout petits comme ça. Vous les allez En fait, peut-être... oui, ouais. Alors, en fait, vous pouvez quand bien même utiliser le mot cancer, hein, le cancer et la maladie. Effectivement, alors très souvent, on va utiliser le mot bobo pour expliquer, voilà, le bobo est situé en fait sur la partie du sein de maman, sur les tétés, voilà. Mais en fait, l'idéal, c'est d'utiliser les termes que vous avez l'habitude d'utiliser avec, avec vos enfants, mais d'utiliser, je veux dire, les termes cellules, effectivement, l'enfant ne va pas forcément comprendre, mais avec des dessins, peut-être avec des... moi, j'avais utilisé avec les enfants pour expliquer, des enfants de 2-3 ans, avec des pâtes à modeler. Ah, oui. C'est-à-dire voilà, faire des petites boules. Voilà, là, tu vois, il y a plein de petites boules de la même couleur. Donc ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps, en fait. C'est ce qu'on appelle des cellules. Et puis, parfois, il y a une boule qui devient... donc, vous prenez une autre boule de couleur que vous entourez voilà, de la première boule d'une autre couleur. Je ne sais pas si je suis très claire. Et donc, vous expliquez qu'effectivement, tiens, elle devient un petit peu folle, cette cellule, elle devient tout fou. Et donc, ça crée en fait une mauvaise cellule. Et en fait, petit à petit, vous en faites plusieurs. Donc, ça fait un espèce d'amas. Et donc, ça, c'est des mauvaises cellules, et c'est ce qu'on appelle le cancer. Et donc ça, je prends l'exemple du cancer du sein, ça, tu vois, c'est à l'intérieur de maman. Et puis, le médecin, il va aller enlever cette boule-là qu'on a là, il va la mettre à la poubelle. Et puis, peut-être que, voilà, en fonction de s'il y a des traitements ou pas, il faudra expliquer ce qui vient ensuite. Mais n'hésitez pas, effectivement, avec les tout petits, parce qu'ils sont tout à fait en capacité d'entendre ces termes, de trouver des petites choses un petit peu plus, effectivement, pédagogiques autour du jeu, en fait, pour que l'information puisse être transmise différemment. Après, j'y reviendrai aussi juste après. Il y a plein d'ouvrages, en fait, de livres, d'histoires, en fait, pour expliquer la maladie de maman ou de papa. Mais il ne faut pas hésiter à rentrer un peu dans le détail, pas juste dire c'est une maladie, je vais avoir des médicaments. Il faut vraiment expliquer. Oui, il faut rentrer dans le détail. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas comme une grippe. Voilà, c'est pas comme une gastro, c'est pas que quand j'ai mal au ventre ou que j'ai mal à la tête, c'est autre chose. Voilà, c'est pas un virus. Donc, pour éviter les assimilations j'ai mal au ventre, du coup, ça veut dire que j'ai comme maman, ou voilà, c'est voilà, aussi pour éviter qu'il puisse y avoir des amalgames ou des assimilations qui soient pas qui limitent en fait l'adaptabilité de l'enfant. Donc, mettez les mots. Et puis, en fait, on est aujourd'hui dans une société où on parle de plus en plus du cancer. Donc, les enfants, ils ne peuvent pas passer à côté, en fait. Ouais, c'est vrai. Je vous laisse continuer, du coup. Expliquer aussi comment tout cela a commencé. Donc, effectivement, avec la découverte, donc là, j'ai mis la découverte d'une boule, hein, parce que c'est souvent, ce qu'on explique. J'ai découvert une boule parce que je me suis touchée le sein, et du coup, je suis allée voir le médecin, et puis le médecin, il m'a fait des photos, des images de mon corps, et puis il a vu que les mauvaises cellules étaient présentes. Donc, expliquer
comment tout cela a commencé est aussi important pour l'historique en fait de la maladie, et puis pour que ça puisse aider les enfants, les adolescents à mettre du sens aussi sur ce qui se passe. Nommer ensuite les traitements. Alors effectivement, je vous ai dit, hein, il y a l'utilisation d'ouvrages, de dessins qui sont tout à fait possibles, en informant bien entendu sur les possibles effets secondaires pour qu'ils puissent en fait se rendre compte des changements qu'il va y avoir par la suite. Donc, quand je parlais de prévention, de prévenir sur ce qui va se passer ensuite, on est d'accord qu'effectivement, vous n'allez pas délayer en fait tous les effets secondaires que l'oncologue va vous présenter, mais simplement, effectivement, au moins les effets secondaires qui vont être visibles. Hein. On parle souvent de la perte des cheveux, hein, qui est une étape importante, hein, pour soi et puis pour la sphère familiale aussi. Donc, effectivement, de pouvoir les prévenir sur comment est-ce que ça va se passer. Eh bien, maman va peut-être faire le choix de mettre une perruque ou pas. Voilà, expliquer ce qui peut se passer aussi pour la suite. Toujours, Roche avait fait des petits dessins aussi pour expliquer ce qui étaient les différents gros types de traitements. Hein. Après, il y en a d'autres aussi aujourd'hui, hein, avec les avancées thérapeutiques. Mais en tout cas, ça peut aider. Hein, qu'est-ce qui va se passer par rapport à la chirurgie? Le médecin, il va venir enlever, hein, cet amas pour reprendre pour les petits, hein, cet amas cette boule-là, tu vois, qu'on a formée. Donc, maman, elle va avoir une petite cicatrice ici, ou elle va avoir une grosse cicatrice. Voilà. Et parfois, il y a des parents qui demandent, est-ce que je peux montrer? Parce que les enfants sont très curieux, hein, et tant mieux en fait. Donc effectivement, parfois ça peut être redouté. Après, c'est aussi libre à vous, parce que c'est aussi votre corps. Donc si vous refusez de montrer, eh bien l'idée c'est d'expliquer pourquoi, parce qu'effectivement c'est votre intimité, c'est votre corps. Donc il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. C'est plutôt vous qui vivez en fait les choses, qui pourraient qui est à même en fait de dire si vous le souhaitez ou pas montrer à votre enfant. La chimiothérapie aussi, expliquer comment ça se passe, qu'est-ce que c'est là, voilà le truc que tu as là derrière la peau, c'est bizarre, etc. Donc expliquer que c'est pour éviter d'abîmer les veines dans le corps de maman ou de papa, et du coup on passe par ce boîtier qui est présent. Voilà, donc le produit, le traitement, le médicament passe en fait par ce boîtier pour se diffuser dans tout le corps et pour aller enlever les petites boules qu'il y a d'une autre couleur dans le corps de maman ou de papa. Et puis la radiothérapie, eh bien effectivement, expliquer que c'est pour aller vraiment détruire en fait les mauvaises cellules. Alors parfois, c'est assez imagé sur le. Alors, je vous la donne, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, marcher sur des œufs, parce que moi, j'ai quand même un petit peu de mal avec cette image, mais on peut parler des rayons du soleil, c'est-à-dire effectivement, quand on est trop exposé au soleil, eh bien, ça brûle la peau. Eh bien, effectivement, la radiothérapie, c'est un petit peu cette idée-là d'aller détruire par des rayons, en fait, les mauvaises cellules qu'il peut y avoir proche de là où le cancer était chez maman ou papa. Et ça permet d'expliquer pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une grosse tache, en fait, autour de la zone concernée par le traitement. Cette espèce de coup de soleil, en fait, qu'on peut avoir à cause de la radiothérapie. Je voulais bien entendu vous rappeler, faites-vous confiance, véritablement, parlez avec vos mots, avec vos expressions, parce qu'en fait, vos enfants, c'est véritablement vous qui les connaissez le mieux. Donc, vous avez l'habitude d'employer certains mots, certaines phrases. Donc, voilà, faites-vous confiance aussi sur le lien que vous pouvez avoir avec vos enfants. Et gardez à l'esprit que tout n'est pas contrôlable, qu'on ne peut pas tout contrôler, et encore moins les émotions. J'ai ajouté que le mot guérir n'était pas forcément le meilleur mot à utiliser. Alors effectivement, après c'est aussi propre à chaque personne, c'est aussi propre à l'étape à laquelle vous êtes. Pourquoi? Alors si vous voulez utiliser le mot guérir, expliquez bien que c'est effectivement guérir du cancer que vous avez. On m'a guéri en fait du cancer que j'avais. Parce qu'en fait, malheureusement, il arrive autre chose, eh bien, l'enfant risque de ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'à nouveau la maladie revient. Donc, bien expliquer qu'effectivement, le cancer du sein, là, qu'on m'a annoncé, eh bien, je suis guérie de ce cancer du sein.
S'il y a des hospitalisations, pardon, notamment des hospitalisations, je vais y arriver, répéter, expliquer les raisons et comment ça fonctionne à l'hôpital. Pourquoi pas proposer aux enfants, aux adolescents de venir vous voir, rassurez-les sur qui va les garder, pardon, et puis comment ça va se passer en votre absence. Et puis surtout rappeler, et même s'ils sont grands, ça fait toujours du bien de l'entendre, que vous ne les oublierez pas, même en étant hospitalisés plusieurs semaines sur l'hôpital. Toujours effectivement donner un maximum de repères. En fait, ça participe à la stabilité et à l'adaptation des enfants. Et voilà, ça peut être aussi représenter les jours d'absence du parent malade sur un calendrier. Pourquoi pas mettre avec les petits et les tout petits et puis les petits, utiliser des gommettes pour symboliser voilà, les jours de chimiothérapie. Voilà. Et puis, ça peut être aussi un calendrier qui ne soit pas que pour, entre guillemets, les mauvaises choses liées à la maladie, mais ça peut être aussi instaurer aussi des gommettes pour les moments où, tiens, avec maman, elle était moins fatiguée à ce moment-là, ou avec papa, il était moins fatigué à ce moment-là, et du coup, on a pu faire une sortie, c'était sympa, quoi. Donc, pourquoi pas mettre une gommette sur les jours où ça a été chouette, où il y a eu un vrai moment en famille qui a été partagé. Pour éviter, en fait, que ce calendrier, il soit considéré que comme quelque chose qui soit pas très cool à vivre au quotidien, quoi. C'est vrai que les enfants en bas âge ont rarement la notion du temps qui passe. Souvent, on parle de nombre de dodo avant de retrouver Tout à fait. ou la maman, les gommettes, c'est très, très visuel du coup. Oui, oui, le calendrier avec les tout petits, je dirais que c'est même indispensable, et notamment pour quand il y a des hospitalisations et que maman n'est pas ou papa n'est pas à la maison la nuit. Effectivement, ouais. La deuxième étape, effectivement, c'est rassurer hein, que l'enfant n'est pas responsable. C'est souvent parfois la question qu'on peut avoir des petits, des tout petits. Est-ce que c'est de ma faute? Parfois, les enfants imaginent que c'est parce qu'ils ont donné un coup de poing dans le tété dans le néné de maman. Donc, voilà. Rassurer qu'ils ne sont pas responsables, qu'on ignore la cause, même si c'est difficile, à accepter. Voilà, on ignore la cause de ce cancer, que c'est pas contagieux. Et puis, l'idée, c'est aussi de laisser libre cours à nos émotions. Effectivement, quand on est parent, eh bien, on a cette volonté de sécuriser notre enfant, de le protéger. Alors effectivement, c'est important, mais en fait, on ne peut pas les protéger en fait de tout. Et en fait, ce qui se passe quand on vit l'expérience de la maladie et qui sont eux-mêmes confrontés à ça, eh bien, en fait, c'est une expérience qui vont aussi leur servir dans leur vie derrière. En fait, ça va générer aussi chez eux des apprentissages, comme ça génère chez nous aussi des apprentissages quand on est atteint de la maladie. Donc, n'hésitez pas à laisser libre cours à vos émotions, en fait, parce que les émotions, c'est quelque chose qui est naturel, automatique et qui est aussi indispensable. C'est tout à fait normal d'être triste lorsqu'on reçoit l'annonce d'un cancer, hein. Effectivement, la tristesse, je vais en parler juste après, mais la tristesse permet effectivement qu'on vienne vous réconforter. Donc, si l'enfant est triste, eh bien, c'est une réaction qui est tout à fait adaptée et normale à ce que vous venez de lui annoncer. Et donc, le comportement qui va avec, eh bien, c'est de se prendre dans ses bras, dans nos bras, et puis de se réconforter en fait mutuellement. Expliquer que parfois, eh bien, vous serez peut-être moins disponible, mais que vous ferez ce que vous pourrez en fait avec l'énergie que vous aurez, que vous serez peut-être plus fatigué, peut-être parfois plus irritable, peut-être parfois plus en colère. Voilà, effectivement, ça laissera aussi la porte ouverte à ce que votre enfant, votre adolescent puisse aussi vous dire ce qu'il ressent de son côté. Rappelez que tout le monde à l'hôpital, en tout cas que toute l'équipe médicale va faire son maximum pour vous soigner. Et effectivement, durant cette période, l'enfant doit avoir suffisamment de temps pour se consacrer à des activités qui lui font plaisir. Pourquoi? Parce que comme vous-même, en fait, quand on vous a annoncé le cancer, eh bien, vous avez eu votre lot en fait, d'émotions qui ne sont pas forcément agréables. Et donc, l'idée pour pouvoir compenser, hein, c'est d'aller vers des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, pour pouvoir compenser par des émotions qui nous sont plus agréables. Parce qu'en fait, quand on a des émotions désagréables, on va aller développer
des hormones comme par exemple du cortisol, hein, qui sont liées au stress, qui génèrent des choses dans notre système physiologique qui ne sont pas forcément au top. Et donc, pour pouvoir aller compenser ça, on va compenser par des émotions plus positives en allant vers des activités qui nous font plaisir, parce qu'on va en fait développer ce qu'on appelle des hormones du bonheur. L'idée, c'est effectivement aussi d'accompagner, accompagner avec ce que nous sommes et avec ce que nous pouvons faire. Hein. Donc, encouragez-les à poser des questions. Ils peuvent en reparler quand ils le souhaitent. L'idée, c'est d'être présent, d'être à l'écoute, hein, de rassurer en expliquant que vous les informerez des choses importantes au fur et à mesure. L'idée, c'est aussi de les aider à reconnaître leurs émotions et à les exprimer. Alors, quand je dis avec ce que vous êtes et avec vos compétences et vos capacités, parce qu'on n'est pas tous égaux face à nos émotions. Hein. L'intelligence, entre guillemets, émotionnelle est quelque chose qui s'apprend hein, et voilà, qui s'acquiert aussi et qui peut tout à fait être travaillé. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les enfants notamment, puis même avec les pré-ados, avec des petites cartes voilà, que vous pouvez voir sur la photo, des petites cartes avec des visages et qui symbolisent des émotions. Et ça permet d'aider en fait à verbaliser ce qui se passe dans l'instant. Donc, n'hésitez pas à accrocher ces cartes voilà, sur les frigos, par exemple, ou à la maison pour donner un petit peu du sens à ce qui se passe à l'intérieur de soi et puis pour faire un petit peu de temps en temps ce qu'on appelle des météos émotionnels. Donc, à la fois pour vous, mais aussi, pour vos enfants, mais aussi et surtout pour vous, parce que ça ne nous fait pas de mal aussi. Les livres, les jeux, les BD peuvent tout à fait aider pour cette discussion lorsque l'on est soi-même encore sous le choc de la mauvaise nouvelle. Et vous avez le droit de dire, et je sais vraiment voilà, en gras et en rouge, parce que vous avez le droit de dire que vous ne savez pas. Mais l'important, c'est que vous allez aller vous renseigner et que vous reviendrez vers votre enfant ou votre ado avec une réponse, et surtout avec une réponse s'il y en a une, parce que parfois, on n'a pas forcément de réponse à tout. Voilà un petit exemple en fait des ouvrages personnellement que j'utilise dans ma pratique et que je conseille aux parents. Alors voilà, plutôt sur votre droite des ouvrages sur la maladie, du côté papa, du côté maman. Voilà, il y a l'ouvrage au centre sur la question des tout petits, sur la mort. Alors, quand on va aller aborder la mort, parce que parfois les enfants ont aussi des questions de cet ordre-là, il faut aussi nous-mêmes être armés là-dessus. Donc, n'hésitez pas vous-même, en fait, à lire des choses sur la mort et à vous faire votre propre... c'est pas le terme définition, mais à vous faire votre propre idée, en fait, de ce que ça signifie pour vous, voilà, de si vous êtes croyant ou pas, de savoir ce qu'il peut y avoir derrière ou pas. Voilà, quelle impression et quelle idée vous avez sur le sujet. C'est aussi important. Vous avez des ouvrages aussi, plus, on va dire, pour aider les enfants à s'apaiser, calmes et attentifs. Donc, voilà, autour de la sérénité. Et vous avez aussi des jeux plus interactifs, le Au secours. Donc, c'est un kit de discussion en fait, qui permet de désamorcer les peurs. Voilà, ça vous permet en fait de jouer en famille et puis d'aller discuter sur certains sujets, notamment autour des peurs. Et vous avez aussi des choses autour des émotions, mais je vous en ai déjà parlé. Alors, pour information, on a un article sur notre site internet où on essaie de référencer tous ces petits livres pour les enfants. Il y en a certains que je ne connaissais pas, on va les ajouter à l'article, mais n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet. Alors, les enfants, on est tous différents, hein, mais effectivement, il y a un certain nombre de réactions qu'on va pouvoir retrouver chez les enfants face à l'annonce du cancer. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à absolument aller voir le Pixar Vice Versa. Qui est un dessin animé pour petits et grands. Moi, je le conseille aussi à mes patients adultes. C'est un Pixar qui permet d'aller... on va retrouver en fait dans ce Pixar, on se retrouve dans la tête d'une petite fille et dans la tête d'une petite fille où il y a plein d'émotions. Voilà. Et chacun veut essayer de prendre la place de l'autre. Et c'est assez intéressant d'aller voir quelles sont nos émotions de base, hein, la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût. Je crois que j'en ai pas oublié.
Ça nous permet en fait de voir quel rôle et quelle fonction chaque émotion a. Donc effectivement, on va pouvoir retrouver dans les réactions des enfants, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la tristesse. Et en fait, le véritable besoin qui est lié à la tristesse, c'est effectivement le besoin de réconfort. Donc quand une personne est triste, hein, c'est pas forcément qu'un enfant, eh bien ça vient énoncer le fait que la personne en fait a besoin d'être réconfortée. On peut retrouver effectivement aussi de la peur, et donc la peur appelle en fait au besoin de sécurité et de protection. Et puis on va parfois retrouver de la colère. Alors la colère, c'est plutôt une émotion qui en cache d'autres. On est plutôt dans voilà, c'est une soupape qui va plutôt cacher d'autres émotions telles que la peur, la tristesse et l'anxiété. De base, la colère appelle plutôt au besoin de respect et de considération. Quand on est en colère, je vous invite à y réfléchir à la dernière fois où vous avez été en colère. Eh bien, en fait, c'est souvent lorsque certaines de nos limites ont été dépassées et que nous avons besoin, en fait, de replacer des limites qui, pour nous, n'ont pas été suffisamment respectées. Donc, l'idée, c'est toujours de normaliser cette réaction hein, quand il y a des enfants, des ados qui sont en colère. D'arriver en fait d'aider la personne à verbaliser ou à mettre des mots sur ce qui se passe et effectivement d'aider l'enfant à évacuer cette colère. Donc il y a plein de petits trucs et astuces. Hein. Parfois, ça peut être, voilà, plutôt que d'aller casser des choses, de casser les portes ou de casser, parce que parfois ça arrive, hein, qu'il y ait des comportements liés à l'émotion colère de cette manière-là, de plutôt eh bien, aller crier dans un coussin ou d'aller déchirer un sac poubelle. Voilà, trouver d'autres trucs et astuces pour aller évacuer cette colère-là. Je rajoute juste, alors c'est peut-être pas forcément pour les enfants, mais pour vous en tant que parents, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des rage rooms. Je sais qu'en Drôme, par chez nous, voilà, en fait, c'est des pièces où il est possible en fait d'aller casser des assiettes contre les murs, voilà, d'aller casser plein de choses à l'intérieur de cette pièce. Donc, c'est ce qu'on appelle les rage rooms, et donc ça permet effectivement d'extérioriser un petit peu des choses. Et puis, bah, si vous avez une campagne pas trop loin, je vous invite à aller crier véritablement à un bon coup. Voilà, si vous êtes sûr qu'il n'y a pas trop de monde autour. Alors, je confirme que ça existe aussi en région parisienne, Voilà. Room, Fury Room, en effet. Mm. Mm. C'est un super outil, je trouve. Toujours rappeler, quand même, bien sûr, auprès des enfants, des ados qui peuvent être en colère en fait, contre la maladie et non contre le parent malade. Effectivement, je vous rappelle que vous n'avez rien demandé, en fait. Alors, toujours dans les réactions des enfants face à l'annonce, leur permettre ou leur demander de vous donner un coup de main au quotidien sera bénéfique effectivement pour tout le monde. Et il faut savoir que les enfants sont souvent heureux et assez fiers de donner de l'aide à leurs parents. Alors, c'est plutôt vrai quand ils sont petits, un petit peu moins vrai quand ils commencent à rentrer dans l'adolescence. Et effectivement, les responsabilités confiées doivent toujours être adaptées à l'âge, ne pas laisser prendre la place du parent malade. Effectivement, voilà, toujours faire attention aussi à ça, ou en tout cas recadrer que c'est peut-être sur un temps donné. Petit focus sur le bébé. Effectivement, même si le nourrisson ne comprend pas le langage, parce que parfois c'est ce qu'on entend des parents, c'est-à-dire bon, bah, il est tout petit, il va rien comprendre, et bien en fait si. Et on l'a vu au tout début, hein, ce sont de véritables éponges émotionnelles, et en fait il perçoit l'affect bien au-delà des mots. Mais je vous invite en fait à dire, à énoncer les mots, parce qu'à travers les mots, il y aura toujours les émotions en fait qui vont apparaître. Donc, expliquer en fait les choses, expliquer ce que vous êtes en train de ressentir. Ça va lui permettre en fait lui aussi de s'adapter à la situation et aux émotions qui se passent au sein de la sphère familiale. Il n'y a effectivement pas d'âge pour savoir ce qui se passe dans la famille. Et si je peux me permettre, il y a aussi des cas rares où la femme est enceinte quand on lui annonce son Oui, cancer. On a pris tout à par fait. il y a peu j'ai interviewé il y a peu Virgilia S, qui est une présentatrice météo de BFM TV qui a été dans ce cas-là. Et elle parlait tout du long à son enfant à naître à travers le ventre. Et elle a eu l'impression que l'enfant réagissait des fois à certaines situations, à certaines paroles, même dans son ventre.
Bien entendu, il y a cette transmission d'informations et puis il y a aussi le fait que la personne met des mots sur les mots MAUX et le fait de verbaliser, déjà, il y a une autre prise de conscience et puis d'une certaine manière, ça permet en fait aussi de s'apaiser aussi soi-même en apaisant l'autre. Donc, c'est un espèce de cercle vertueux. Donc, c'est effectivement très important. Un petit focus sur l'adolescent. Alors, ils ont plutôt tendance à se renfermer ou alors à s'adonner de manière intensive à leurs loisirs. Donc, parfois, les parents ont tendance à expliquer ou à énoncer, de toute façon, il s'en fout complètement. Il est complètement centré sur lui, sur ce qui se passe. Alors, effectivement, hein, quand on rentre dans l'adolescence, hein, c'est une période propice à ça, où on va être un petit peu plus centré sur notre nombril et sur notre besoin de liberté, mais ça ne signifie pas qu'ils n'ont pas entendu ou ça ne signifie pas qu'ils n'ont pas une part d'eux-mêmes qui ont conscience de ce que vous êtes en train de vivre. Il peut y avoir aussi des réactions plus agressives que d'habitude, peut-être parfois un désintérêt scolaire. Alors, ce qui peut être un peu perturbant, c'est qu'on ne sait pas si ça appartient en fait à ce qui doit se passer dans la logique de ce qui se passe normalement dans l'adolescence, ou est-ce que c'est véritablement lié en fait à, euh, aux conséquences de la maladie dans la sphère familiale. Donc voilà, effectivement, l'idée, c'est d'arriver toujours à mettre des mots le plus possible sur ce qui se passe, à toujours prévenir en fait les cercles. Ça peut être notamment, il y a toujours des meilleurs amis dans ces moments-là, de prévenir peut-être les parents des meilleurs amis, voilà, parce que parfois ils vont peut-être avoir tendance à se confier au meilleur ami qui lui a peut-être c'est peut-être la relation aux parents est peut-être plus facilitée, donc il va peut-être énoncer des choses sur ce qui se passe chez son copain ou sa copine. Donc voilà, informer le cercle qu'il y a autour, informer le lycée, l'école, voilà, sur ce qui se passe aussi, pour qu'il puisse y avoir des signaux d'alarme si les changements de comportement sont trop importants. Continuer toujours, dans tous les cas, à établir des règles et à poser des limites comme avant, hein, parce qu'effectivement, l'adolescence, c'est le moment où en fait, on vient le plus tester les limites du parent, parce que nous avons besoin d'être sûrs que les parents soient toujours là. On a besoin en fait de se sentir en sécurité, donc c'est aussi pour ça qu'on vient tester les limites. Donc n'hésitez pas à continuer à établir des règles et à poser des limites comme avant. C'est, je dirais même encore plus important. Et j'ai envie de dire, mettez de côté votre culpabilité, parce que très souvent, et c'est ce que j'entends parfois des mamans, c'est la culpabilité. Oui, déjà, je fais vivre la maladie à ma famille et donc j'aimerais en fait voilà, le cadrer le moins possible parce que je me sens déjà coupable et j'ai pas envie de lui faire plus de mal. Et bien, en fait, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément ce qui est le plus propice pour qu'il puisse s'adapter aussi, lui, de son côté. Donc voilà, continuer à établir des règles et à poser des limites. Je me permets du coup de poser la question d'une de nos spectatrices. Elle, son cancer a été diagnostiqué en décembre 2021, donc c'était il y a plus d'un an. À ce moment-là, son ado, qui est le deuxième dans une fratrie de trois, avait 16 ans. Il a quitté la pièce et depuis, impossible d'en reparler avec lui. Comment on fait dans ce cas-là pour rétablir le contact? Ou est-ce qu'il faut le rétablir déjà ou est-ce qu'il faut laisser faire? Alors après, la question, je dirais, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a des conséquences? Est-ce qu'il en parle? Enfin, comment dire, pas qu'il en parle, mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un ressenti qu'il puisse y avoir des conséquences aujourd'hui sur sa vie? Du coup, il approche les 18 ans, j'imagine. Il a 16 ans, oui. Ouais. Ah, il a 16 ans aujourd'hui? Euh, Ou elle a ou mis il avait 16 ans en 2021? possible que ça Bon, soit un moment. après, ouais. Après, après, il y a aussi le parent, comment il se sent pour réaborder les choses. Peut-être que ça peut être fait au cours d'une journée partagée vraiment ensemble, ou ça peut être aussi euh, peut-être réintroduire un moment familial où on va peut-être pouvoir reparler de ça, savoir peut-être que la maman qui pose la question vit encore des conséquences de ce qui s'est passé, de la maladie, et peut-être que ça permet peut-être comme une espèce de bilan de ce qui s'est passé. Ça peut être voilà, peut-être un point important de se dire, voilà, on se réunit, moi j'ai besoin qu'on reparle de tout ce qui s'est passé. Ça permet de redire que la porte est ouverte, en fait.
Voilà. Après, s'il y a des conséquences et que vraiment l'ado est très réfractaire, moi j'encourage à aller ouvrir une porte du côté du professionnel, en fait, hein, de se faire aider, accompagner s'il y a véritablement des conséquences comportementales chez l'adolescent. Il peut y avoir aussi chez les ados une peur de tomber à leur tour malade. Alors chez les ados, mais ça peut être aussi chez les un peu plus jeunes. Ils peuvent poser la question, voilà, est-ce que du coup, moi aussi, je vais être malade quand je serai plus grand comme toi? Donc la discussion peut être envisagée voilà, avec peut-être un médecin qui soit plus spécialiste en oncogénéticien, par exemple, notamment avec les ados. Ça peut être une éventualité. Voilà, là c'est pareil, hein, si vous avez la réponse que c'est héréditaire, et bien effectivement, par exemple, je pense au cancer du sein, si vous avez le gène, effectivement, s'impose, si vous avez une fille, de faire, quand elle sera plus grande, le test, en fait. Mais effectivement, ça, ce sera lié en fait au rendez-vous que vous aurez eu vous-même avec l'oncogénéticien, et que si vous avez en fait les réponses aux questions. Alors, on en vient aux petites questions sensibles. Vous savez, les petites questions qui arrivent quand on est dans la voiture coincé. Et très souvent, c'est voilà, le cancer, est-ce que c'est grave? Alors oui, oui, voilà, il faut pas amoindrir les choses. Le cancer est grave, et effectivement, c'est pour ça qu'il faut être soigné parfois plusieurs mois sur l'hôpital. Je dis il ne faut pas amoindrir les choses parce que je reprends encore une fois et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de gros traitements que ça signifie qu'on a un petit cancer. L'annonce du cancer reste quand même l'annonce du cancer et génère dans la psyché, quel que soit le type de traitement, voilà, des choses très importantes à vivre. Donc ça reste une maladie grave. L'autre question, c'est tu vas mourir. Voilà, parfois on va avoir tendance à éluder la question. Donc effectivement, dire que cela peut arriver, cela va arriver pour tous, que dans votre situation, eh bien, les médecins, en tout cas les traitements, vous soignent et font le nécessaire en fait pour vous soigner. Parler de la mort ne traumatisera pas votre enfant parce que c'est parfois en fait ce qu'on se dit. Bien au contraire, en fait, il saura qu'il peut parler de ça avec vous et qu'il peut vous confier ses craintes par rapport à ça. Après, on est d'accord, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut vous-même être OK, entre guillemets, avec cette notion-là, c'est-à-dire déjà d'arriver vous-même à en parler en fait. Ne cachez pas vos émotions parce qu'effectivement, lorsqu'on parle de la mort, eh bien, ça fait peur, ça génère des inquiétudes, ça génère du stress, ça génère effectivement tout un tas d'émotions, ça génère de la peur, laissez vos enfants, ça génère voilà, tout un tas de choses. Donc, ne cachez pas vos émotions et vos inquiétudes. En fait, le fait de partager vos émotions avec vos enfants vont en fait leur permettre de, eux, pouvoir développer aussi leur propre intelligence émotionnelle. Donc, c'est d'autant plus important. Ça fait partie en fait de l'éducation aux émotions que de partager nos propres émotions en tant que parents aux enfants. Rassurer l'enfant en lui disant que ce n'était pas parce que l'on parle de la mort que cela va arriver. Sortez effectivement de la pensée magique. Et il y a un très bel ouvrage qui a été écrit notamment par Christophe André, un des co-auteurs. C'est Quand la mort éclaire à la vie, et je vous invite véritablement à le feuilleter parce qu'en fait, ça permet d'ouvrir un regard en fait sur cette notion de mort qu'on ne va pas forcément retrouver dans d'autres ouvrages. Une autre question aussi sensible, c'est et si la maladie revient? Donc, expliquez à vos enfants que malgré les traitements, effectivement, la maladie est revenue, ou effectivement, malheureusement, parfois, la maladie peut s'aggraver. Donc, expliquez en fait ce qui se passe dans votre corps par rapport à ces cellules. Voilà, c'est des tout petits et ces cellules qui changent de couleur, etc., etc. Alors, il existe un certain nombre d'aides possibles si vous vous sentez désarmé face à tout ça, et c'est tout à fait Moi, j'ai juste, possible et sensé. Oui, désolée, j'ai eu une question entre-temps sur Facebook de Céline qui est atteinte d'un cancer métastatique, donc un cancer qui est devenu chronique et dont on ne guérit pas. ouais. Elle a dit que du coup, c'est un peu compliqué d'en parler.
Comment on peut expliquer ça à un enfant qu'on est atteint d'une maladie qu'on va garder tout au long de sa vie et dont on ne va pas guérir? Et ben effectivement, expliquer que la maladie est toujours présente, que les traitements, alors après ça dépend de l'âge de l'enfant, hein, mais que les traitements sont là effectivement pour stabiliser la maladie. Effectivement, aborder le risque en fait, effectivement qu'à un moment donné, les traitements ne puissent plus faire face en fait à l'évolution de ce qui se passe à l'intérieur du corps, hein, du nombre de mauvaises cellules en fait qui continuent à augmenter. Expliquer les conséquences en fait des traitements, parce que parfois il y a des traitements qui se font à la maison, hein. On a de plus en plus ce qu'on appelle des thérapies orales où les parents malades ne vont plus forcément à l'hôpital, et donc parfois ça dédramatise un petit peu la maladie. Et notamment dans l'entourage, on se dit oh, bah, du coup, ça doit être moins grave si tu as juste un cachet à prendre. Donc, véritablement, n'hésitez pas à parler aussi des effets, ce que ça génère à l'intérieur de vous, des conséquences. Voilà, aborder en fait que voilà, la maladie sera présente parce qu'à un moment donné, les traitements n'ont pas réussi à faire en sorte que le nombre de mauvaises cellules disparaissent ou restent stables. Ouais. C'est, en fait, la maladie fait partie de la vie et en fait, c'est difficilement acceptable, mais en fait, la vie fait que nous n'avons pas vraiment le choix de l'accepter. Et effectivement, cette étape est forcément, j'ai envie de dire, nécessaire pour pouvoir aussi se positionner vis-à-vis de nos enfants. Merci. Et quand ça devient difficile ou quand c'est difficile pour vous, eh bien, effectivement, il existe tout un tas d'aides possibles et je vous encourage véritablement à aller trouver ces aides parce que vous n'êtes pas seul. Vous êtes seul face à votre maladie, mais vous n'êtes pas seul autour, en fait. Même si c'est vous qui vivez les choses difficiles, eh bien, il peut y avoir des aides possibles. Donc, effectivement, il y a les psychologues qui sont présents dans les structures de soins. Et puis, pas uniquement. Il y a aussi des psychologues qui sont présents dans les associations ou autres. Vous avez aussi toutes les associations qui proposent des groupes de parole, à la fois pour les parents, mais aussi pour les enfants de parents malades. Donc, n'hésitez pas à proposer à vos enfants d'intégrer ça. N'hésitez pas aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais à bien informer, à prévenir l'école, le lycée des changements qu'il y a et qui se passent, parce que ça peut parfois aussi mettre du sens et puis ça évitera les petits messages des profs sur les bulletins scolaires d'inattention, de bavardage, etc. Voilà, si vous sentez que votre enfant a un changement de comportement à l'école et que vous n'en avez pas forcément parlé aux instituteurs ou aux professeurs, eh bien, ça permet aussi pour eux de mettre du sens et puis qu'ils soient aussi un petit peu cool. Je parle ça parce que j'enseigne et que je trouve parfois que les profs, ils sont un petit peu durs. Mais ça reste entre nous. Donc voilà, effectivement, n'hésitez pas à informer les personnes qui voient vos enfants et vos ados souvent, parce qu'en fait, ils sont souvent à l'école ou au lycée. Donc, c'est aussi eux qui sont plus à même de faire attention aux changements de comportement. Et puis, j'ai envie de dire, ne vous rajoutez pas de pression. Vous me dégagez cette culpabilité là qui pointe son bout de nez. Tout est rattrapable. Voilà, si vous n'avez pas annoncé encore, si ça fait des années, voilà, n'hésitez pas à le faire, à prendre ce temps. Et effectivement, tout le monde peut s'adapter au fur et à mesure à partir du moment où il y a des mots en fait qui sont énoncés sur les mots MAUX. Et je vous remercie de votre attention. Ben, merci beaucoup. On va mettre voilà, au diaporama comme ça, on vous voit en pleine image. J'ai transmis au fur et à mesure toutes les questions qui nous ont été posées. C'était très clair, très didactique. Voilà, il y a plein de petites astuces. Pour celles qui nous suivent et qui auraient raté une partie du webinaire ou celles qui n'ont pas pu y assister, pas de panique, on le mettra sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez y retrouver tous nos webinaires médicaux, comme celui d'aujourd'hui. Le prochain, d'ailleurs, j'en profite, aura pour thème les cancers liés au virus HPV. Donc, ça concerne aussi vos enfants, donc j'en profite pour l'annoncer.
Voilà, et puis on va retranscrire certainement également une partie de vos questions sous forme d'articles écrits que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Comme ça, vous n'aurez pas à regarder l'entièreté du webinaire. Vous pourrez piocher un peu comme vous voulez dans toutes les questions qui ont été posées. Merci encore, docteur Lantôme, pour vous être prêté à cet exercice pour la deuxième fois. Avec plaisir, merci. Pour participer à chaque fois à l'écriture de nos articles psycho. Merci et bonne journée à toutes.